Tous les hommes qui, dans l'histoire, ont eu une action réelle sur l'avenir avaient les yeux fixés sur le passé. Gilbert Case Chesterton, c'est comme ça que tu ouvres ton livre, Philippe Devost, et c'est comme ça qu'on va ouvrir cette masterclass sur l'histoire du numérique. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. On va passer à travers ton expérience les 25 années qui nous précèdent et qui nous donnera certainement un éclairage sur les années à venir. Merci à tous d'être là. Vous êtes toujours aussi incroyables. La semaine dernière, vous étiez plus de 350 inscrits pour écouter Flora Bernard qui est venue nous parler de philosophie et de leadership. Donc, si vous voulez retrouver les grandes leçons de Socrate, d'Aristote, de Bergson, d'Épictète, n'hésitez pas à retrouver cette masterclass de haut volet sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est un éditeur logiciel français, c'est une plateforme des managers pour coacher leurs équipes. Le manager coach, c'est un sujet clé pour beaucoup d'entreprises et Incentive a la chance de travailler avec des grandes entreprises dans une vingtaine de pays, dans des secteurs aussi différents que la banque, l'assurance, la santé ou les technologies. Voilà, la page de publicité est terminée. Est-ce que peut-être, Gloria, tu peux nous faire le portrait de Philippe? Alors, une carrière incroyable, mais en quelques minutes, est-ce que tu peux nous présenter Philippe, s'il te plaît? Avec plaisir. Philippe Devost, vous êtes la figure emblématique de la French Tech, reconnue pour votre rôle de premier plan dans le secteur des technologies numériques. Vous avez été haute fonctionnaire, entrepreneur et dirigeant d'entreprise, tant au sein de grandes entreprises que des startups. Ces expériences ont contribué à votre vision à 360 degrés du secteur des technologies numériques en France et à l'international. Votre parcours a débuté dans la Silicon Valley, où vous avez travaillé chez Apple, contribuant au développement d'applications de téléphonie pour la plateforme qui a précédé le Palm et l'iPhone. En 1995, vous avez cofondé Wanadoo, un fournisseur d'accès à Internet faisant partie du groupe Orange, et vous avez ensuite occupé le poste de directeur de la Business Unit, équipement domestique, au sein de ces groupes. En 2009, vous avez pris la direction d'ImSense, une entreprise basée à Cambridge et spécialisée dans les solutions avancées de traitement d'images. La société a été rachetée par Apple et la technologie est désormais intégrée à des dizaines de millions de produits iOS et OS X. Vous avez ensuite rejoint la fonction publique en tant que directeur adjoint chargé de l'économie numérique à la Caisse de dépôt et consignation, où vous avez coordonné le déploiement de la gestion des fonds pour la société numérique au nom de l'État. Vous avez décidé en 2021 de vous engager dans l'enseignement et de partager vos 25 années d'expérience en devenant directeur général de l'EPITA, une grande école d'ingénieurs en informatique. Vous êtes également président d'honneur du Centre des hautes études cyberspace, conférencier et auteur d'un livre de référence sur l'innovation numérique intitulé « De mémoire vive ». Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Philippe dans l'espace questions et commentaires sur LinkedIn Live. Et il y répondra en fin d'entretien. Alors Philippe, c'est un grand plaisir de se retrouver aujourd'hui pour cet entretien. Tu commences ton livre en disant que finalement, l'histoire du numérique, c'est compliqué parce que, je te cite, le numérique est sans histoire. Sans histoire parce qu'il constitue une transition à la fois trop récente, trop rapide, parce que l'histoire du numérique et des prévisions est truffée de grandes erreurs. Je me souviens d'une étude de McKinsey qui prévoyait quelques dizaines de milliers de téléphones mobiles tout au plus comme marché potentiel. Il y a également une prévision célèbre de Ken Olsen que je vous montre à l'écran, le fondateur de Digital Equipment Corporation, qui disait en 77, il n'y a aucune raison pour que qui que ce soit veuille un ordinateur à la maison. Hein, donc faire l'histoire, c'est aussi avec beaucoup d'humilité se dire qu'est-ce qu'on peut apprendre du passé sans trop de certitude. Le numérique, ça nous entraîne aussi dans un monde vertigineux de chiffres qui est un peu difficile d'interpréter. Le langage a été inventé il y a 1700 générations.
l'écriture a été inventée il y a 300 générations, l'imprimerie il y a 35 générations, et puis tout le reste, c'est en une ou deux générations que ça s'est passé. Et donc avec toi, sur ces 25 dernières années, j'aimerais qu'on puisse, à travers ton histoire, retracer finalement ce qui a fait le numérique et peut-être en tirer quelques leçons. Je vais commencer par le début de ta carrière. Tu fais ton service militaire et finalement, tu dis dans ton livre que beaucoup de technologies sont initiées un peu partout dans le monde par des budgets militaires et qu'il faut se méfier, enfin en tout cas c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand on voit les évolutions technologiques. Elles ont souvent d'abord un objectif militaire. Alors oui, elles ont souvent d'abord un objectif militaire, mais surtout leur lancement et leur financement est assuré par des budgets dont le retour sur investissement n'est pas attendu par le marché, mais attendu par des nations. Et c'est principalement vrai de la plus puissante d'entre elles encore aujourd'hui, qui est la nation américaine. Mais on voit très bien que les démarches et les investissements massifs opérés notamment par la Chine dans l'intelligence artificielle ont des finalités de domination, soit militaire, soit civile, mais en tout cas ont des finalités mondiales. C'est pour ça que toujours un peu dubitatif et un peu tristement dubitatif quand j'entends depuis 15 ans nos dirigeants publics parler de souveraineté et de souveraineté numérique. La souveraineté, c'est la capacité de ne pas se laisser imposer quelque chose. Et force est de constater que la régulation est certainement un lieu de défense, mais c'est aussi un moyen de canaliser la conquête que d'autres vont faire de vos territoires à vous. Donc, il vaut mieux être armé dans ces domaines-là plutôt que de s'échiner à définir les règles d'engagement et les règles de la guerre. Je referme cette parenthèse, mais voilà, les investissements ont été massifs et ensuite on diffusé dans le grand public. C'est très frappant dans le cas du GPS et ça n'est que quelques années après que les nations se sont aperçues que on ne pouvait pas laisser aux seuls États-Unis la capacité de localiser tous les objets sur la planète, et c'est l'avènement des systèmes européens, puis chinois, puis japonais, mais également indiens. Il faut jamais oublier que les Indiens sont aujourd'hui une très très grande puissance et qui a compris l'enjeu de sa souveraineté, y compris sur le plan technologique. Alors en 92, tu arrives à New York, tu fais ton premier stage à la Compagnie générale d'informatique. Et là, tu réalises que la technologie, la puissance numérique est limitée par les inputs et les outputs, hein, avec soit les inputs avec des rentrées manuelles, hein, sur des claviers, soit avec des cartes perforées. Qu'est-ce qui va faire, quels sont les éléments qui vont permettre de dépasser cette limite input-output des systèmes à l'époque? Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 92, enfin, c'est l'avènement du PC et la généralisation du PC. Et ce qui est intéressant dans le PC, c'est que c'est une machine qui est d'abord arrivée sur des bureaux avant ensuite d'entrer dans des foyers. Elle est arrivée sur des bureaux parce qu'elle permettait de faire du traitement local d'informations sans nécessairement avoir à se référer ou à alimenter les gros systèmes centraux qui étaient encore les grands systèmes vendus par IBM, mais aussi par Digital Equipment à l'époque à des grandes entreprises, et dans lesquelles, effectivement, une des limitations, c'était les entrées-sorties, l'IO, comme on le dit en mauvais anglais. Et l'avènement d'une puissance à la périphérie de ces machines a permis de commencer à déporter des traitements localement, à faire notamment de la vérification d'erreurs. Et il restait simplement une difficulté à connecter les deux. Et c'est ce mensonge extraordinaire auquel j'ai pu participer. Je trouve extraordinaire en tant que nature, hein, pas dans sa dimension, qui consistait à continuer à faire croire à l'IBM 360 que il recevait des informations venant d'un lecteur de cartes perforées, alors qu'en fait, toutes ces informations lui provenaient d'un réseau local de PC sur lequel un logiciel permettait d'accélérer la saisie à un bémol près. C'est qu'il fallait, et je l'avais vu déjà à cette époque-là, en tout cas j'en avais fait l'expérience, c'est pour ça il faut toujours embarquer les opérateurs, et les opérateurs ils ont une culture
Et la culture des opératrices qui saisissaient sur des claviers spéciaux pour les lecteurs de cartes perforées, ces opératrices ont eu beaucoup de mal à considérer l'intérêt que pouvait avoir pour elles le fait de changer de clavier. Et c'est aussi bête que ça, c'est une leçon de management et une leçon de coaching qui à mon avis, que tu pratiques déjà et qu'Incentive pratique déjà. Mais voilà, l'humain à un moment ou à un autre se rappelle toujours au bon souvenir de la technologie. Alors en 94, tu fais un deuxième stage chez Apple. C'était comment l'ambiance chez Apple en 94 dans la Silicon Valley? Alors l'ambiance chez Apple en 94, elle était assez spéciale parce que c'était la fin du règne de Michael Spindler que Jobs était allé débaucher quelques années auparavant chez Pepsi-Cola avec cette question qu'il lui avait posée, qui avait achevé de convaincre Spindler. Ça devait être Spindler, qui lui avait dit est-ce que vous voulez continuer à vendre du soda toute votre vie ou est-ce que vous voulez changer de monde? Euh, Ça s'est pas forcément très bien passé. Et Apple battait de l'aile parce que leur système d'exploitation était trop fermé, parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire évoluer suffisamment vite, qu'ils étaient dépendants en fait d'un certain nombre de fournisseurs comme leurs fournisseurs de microprocesseurs. Ils avaient fait des choix techniques qui étaient en train de les enfermer. Et donc c'était vraiment la période où Apple hésite entre plusieurs options et va finir par racheter une société qu'avait fondée Jobs quand il avait été viré d'Apple. Et c'est comme ça que Jobs revient aux commandes quelques mois après la fin de mon stage. Et puis, à l'époque, chez Apple, on travaillait déjà sur ce qu'on appelait à l'époque le personal computing, le fait d'avoir un assistant. C'est à l'époque, on parlait de personal digital assistant. Il y avait plusieurs tentatives qui avaient été faites. Elles ont en partie échoué parce que la puissance disponible et les capacités d'affichage disponibles et la consommation d'électricité induite, euh, l'équation autonomie, réactivité, etc., n'était pas complètement au rendez-vous. Le Newton s'est avéré être trop gros, mais de ce premier échec sont nés pas mal de spin-off d'Apple. Et puis ce produit que Jobs a tué au moment de son retour, il a tué le produit, mais en revanche, il a conservé le talent. Et ce sont ces savoir-faire-là qui progressivement, très secrètement, ont préparé l'arrivée de l'iPhone une dizaine d'années plus tard. Il faut jamais oublier qu'Apple est une entreprise qui, contrairement à ce qu'on pense, prend son temps, prend beaucoup de temps et se prépare extrêmement patiemment avant de sortir un produit. C'est une belle leçon. Et alors en 95, tu rentres en France pour cofonder, tu es une des 4 personnes de l'équipe fondateur de Wanadoo, donc le fournisseur d'accès d'Orange. Pour Orange, qui a connu le succès du Minitel, enfin France Télécom à l'époque, qui a connu le succès du Minitel, quels sont les choix stratégiques que doit faire France Télécom à ce moment, et pourquoi est-ce qu'il décide de lancer Wanadoo? Alors, il faut se remettre dans le contexte. Le contexte est le suivant, c'est que France Télécom vit sur une vache à lait extraordinaire qui est le Minitel et tout l'écosystème de services qu'on pourrait aujourd'hui comparer à un App Store, permis sur cette plateforme et ce standard. C'est un standard interne inventé par France Télécom, maîtrisé par France Télécom, et qui permet de manière assez sécure. Enfin, moi, je reste très étonné de me dire qu'aujourd'hui, finalement, avec un smartphone, on fait des opérations bancaires qui sont pas très différentes de ce qu'on faisait avec un Minitel en se connectant au centre serveur de sa banque. La banque en ligne, ça existait déjà. La vraie difficulté que découvre France Télécom, c'est l'arrivée du PC. Et le PC, c'est des standards pas inventés chez France Télécom, alors que l'opérateur disposait encore à l'époque de labos de recherche d'une fécondité, d'une puissance incroyable, avec des très gros moyens. Donc c'est des standards pas inventés chez France Télécom, c'est un terminal pas défini par France Télécom, et c'est une approche du réseau qui est très radicalement différente de celle d'un opérateur télé. Un opérateur télécom, c'est centralisé. D'ailleurs, on parle bien de centraux téléphoniques. Le mot dit quelque chose. Internet est complètement décentralisé dès sa conception. Et donc, le grand choix auquel on faisait face à l'époque, et dont j'ai
non pas subi, mais dont j'ai accompagné la conséquence. J'ai pas du tout participé à cette décision, mais qui était structurante. Soit on continuait en faisant du Minitel, mais sur ordinateur, en remplaçant la boîte par un logiciel. Soit on prenait à l'époque 20% du capital d'America Online, qui était un des grands fournisseurs de services, mais dans un écosystème fermé, qui était un Américain, et on lançait AOL en Europe avec eux. Soit on partait à l'aventure sur ces technologies IP et sur ce protocole Internet qu'on maîtrisait sur le plan technique, mais dont on voilà, qui n'était pas dans la nature même et dans la culture de France Télécom. Et on n'emboîtait le pas finalement à des fournisseurs qui s'étaient lancés avant nous. Hein. On n'était pas du tout les premiers à lancer sur le marché, mais on avait évidemment une puissance de frappe qui était pas la même. Et donc on a fait ce choix-là qui a fait grincer énormément en interne au départ. Il y a toute une génération de caciques qui se sont dit ah bah non, on peut pas tuer. C'est un cas d'école, c'est un cas de MBA, hein, ça de cannibalisation de son propre produit. Et puis on y est allé et on y est allé en construisant tout from scratch puisque il y avait la seule comment dire les seules pas choses mais personnes ressources qui étaient les seules ressources qui étaient disponibles à l'époque, c'était le talent des ingénieurs et notamment de diplômés de l'EPITA, les meilleurs développeurs avec lesquels j'ai eu la chance de monter à toute vitesse des services en partant juste de rien. Il n'y avait pas d'outils, il y avait rien sur étagère. Sont des anciens de l'EPITA avec lesquels j'ai eu un énorme plaisir à travailler. Et donc on a monté tout ça à tâtons, from scratch, en essayant de voir où allait le marché. Et je me rappelle qu'en termes de vitesse de pénétration du marché, on a mis 4 ans avant d'avoir le premier million d'abonnés. ChatGPT a mis 5 jours avant de toucher 1 million d'utilisateurs. Ça donne une idée de la compression du temps à laquelle on a assisté. Pour les dirigeants qui nous écoutent, ça a dû être une période extraordinaire de transformation chez France Télécom. Quels sont les grands blocages auxquels tu as été confronté et comment vous les avez surmontés? Alors, les grands blocages, j'en ai déjà évoqué certains. Moi, je suis éminemment convaincu que le premier levier de transformation ou le premier frein de transformation dans toute entreprise, il est culturel. C'est d'abord et avant tout un enjeu de management, parce que vous aurez eu beau faire de la stratégie et faire des business plans très élaborés, si vous embarquez pas tout le monde, vous allez rater voilà, vous n'aurez pas la vitesse nécessaire, vous n'aurez pas l'ampleur nécessaire, vous n'aurez pas l'impact nécessaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il fallait tuer le modèle parce que on était en train de remplacer un système avec un abonnement de connexion et puis une tarification des services par un service dont au départ les frais d'abonnement et de connexion étaient un forfait mensuel. Il y avait un petit peu de tarification à la minute. On faisait encore ça chez France Télécom à l'époque. Mais très très vite, la concurrence est arrivée sur l'accès gratuit. Il y avait cette grande équation qu'on n'arrivait pas à résoudre qui était si je vends du service et de la connectivité, est-ce que je fais de la pub? Est-ce que la pub est un financement additionnel? Quelle part est-ce qu'elle prend? Donc il y a eu tout ce débat entre le contenant, les contenus, une forme de dualité, etc. Et simplement pour finir de te répondre brièvement, une des réponses qu'avait trouvé l'opérateur dès le début à cette question de je prends un risque au fond, je prends un risque stratégique dont je mesure pas encore l'ampleur et la portée. La réponse à l'époque de France Télécom, c'était de créer des filiales. Parce qu'une filiale, ça se ferme ou ça se cède beaucoup plus facilement que redéployer une équipe à nouveau pour des raisons culturelles. Donc on a été pendant quelques années le vilain petit canard que tout le monde regardait de travers parce que il rapportait pas d'argent, il consommait des ressources, puis il faisait pas comme les autres, il faisait pas comme on avait toujours fait. Hein. Le meilleur traité de management récent qui existe, c'est Mission Cléopâtre. Hein. On a toujours fait comme ça. Pas pourquoi on ferait autrement. Donc une filiale. Et puis quand ça a commencé à marcher, là, on a assisté à un parachutage de classiques de la maison, tout aussi incompétents les uns que les autres, mais avec une très très grande vision de ce qu'il fallait faire. Et fort heureusement, comme c'était nous qui faisions, on allait plus vite que ne comprenait. Donc on a réussi. Alors tous c'était évidemment pas aussi caricaturaux que ce que je viens de dire, mais on en a eu quelques-uns.
Et voilà, et subitement, et jusqu'au moment où Michel Bon, qui arrivait à la tête de l'opérateur, a rebaptisé France Télécom la Net Company parce qu'en fait, on était la raison principale de la valorisation stratosphérique que France Télécom a pu atteindre en bourse. Donc au cœur d'un fournisseur d'accès. Alors après, je voudrais illustrer une dynamique qui finalement traverse toute ta carrière, qui est cette dynamique entre d'un côté les fournisseurs d'accès, donc les opérateurs télécoms, les fournisseurs de devices, hein, Apple, Palm, BlackBerry, Samsung, et puis les fournisseurs de contenu. Et toi, tu as eu la chance de travailler dans ces trois écosystèmes, et on voit au cours de cette histoire de ces 25 dernières années qu'il y a des poches de valeur qui que ces trois types d'acteurs se bagarrent finalement, qui va être possesseur du client? Est-ce que c'est Nokia qui veut avoir son propre portail? Est-ce que c'est Google qui n'a pas de device? Est-ce que c'est le fournisseur d'accès Wanadoo qui accueille ses clients sur l'ordinateur? Voilà. Et donc après cette aventure formidable de Wanadoo, tu pars à New York rejoindre UTB. Alors UTB, c'est une startup complètement visionnaire. C'était c'était un agenda partagé, donc à cheval entre LinkedIn et Google Contact, Google Agenda, peut-être un peu tôt avec notre ami Hui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce mouvement, à repartir aux États-Unis et là à être plus sur le contenu, puisque finalement c'est une application, donc c'est du contenu. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce move et qu'est-ce que tu y as appris pendant ces années à New York? Alors, première précision, en fait, certes, j'étais à New York puisque c'était là qu'était le siège du Kibi, mais j'y étais une semaine par mois. On avait une équipe de développement à nouveau avec des anciens Epita, puisque deux des cofondateurs du Kibi sortaient d'Epita. Ils s'étaient rencontrés dans un programme du MIT avec Rui. Euh, on avait une vision qui n'était pas tant une vision de contenu qu'une vision de service. Et d'une certaine manière, on avait vu avant tout le monde, et trop tôt, tu as raison de le dire, on avait vu le graphe social. Et moi, j'étais sensible au graphe social tout simplement parce que je m'étais aperçu très tôt que quand on lançait Wanadoo, chaque nouvel abonné à Wanadoo disposait d'une adresse email, c'est-à-dire d'un nouveau moyen d'être joint par les autres, et cette fois-ci par l'écrit, et avec un coût marginal nul. Donc, une capacité à communiquer très facilement avec les uns les autres. Mais le premier problème que vous aviez quand vous aviez une adresse email, c'était OK, très bien, mais avec qui est-ce que je peux communiquer? Et donc très vite, on s'est retrouvé et en venant de France Télécom, qui avait une division annuaire très puissante, qui faisait les pages blanches sur Minitel et puis qui ensuite a donné la naissance à Page Jaune, qui a été d'ailleurs une spin-off de l'opérateur. D'une certaine manière, on était au cœur du graphe social. Pourquoi? Parce que c'était l'époque où n'importe qui changeait régulièrement de numéro de téléphone au gré des déménagements. Il n'y avait pas de portabilité. L'arrivée des portables a encore plus complexifié le système. Les gens passaient d'un fournisseur d'accès à un autre, donc changeaient d'adresse email, parce qu'à l'époque, le fournisseur d'accès tenait l'adresse email, jusqu'à ce que Yahoo avec Yahoo Mail et puis Microsoft avec Hotmail inventent l'adresse email indépendante du fournisseur d'accès. Et donc l'annuaire avait un rôle central et on avait inventé chez UTB l'annuaire qui se mettait à jour tout seul dans les terminaux des correspondants, de manière à ce que, quel que soit l'endroit où se trouvait Roland et quels que soient les services qu'il utilisait, je puisse joindre Roland sans me poser de questions. Et voilà, parce que à chaque fois que tu mettais à jour tes coordonnées, tous ceux à qui tu avais donné accès voyaient leur canal d'adresse mis à jour automatiquement. On l'avait vu également arriver sur le mobile. On est simplement parti trop tôt, mais là, voilà, le lien pour moi, c'est ça. J'avais écrit un petit white paper qui a eu un gros succès d'estime à l'époque, qui doit traîner encore sur Internet, qui s'appelle Le paradigme de l'oisillon. Ouais, absolument. Voilà. Et je sais pas s'il y avait un lien entre le fait qu'un des grands symboles du kiwi, c'était le canard en plastique jaune, mais peu importe. Et donc pour moi, voilà, c'était ce lien-là. Et en fait, ce qu'on a vu trop tôt, c'était le fait de permettre aux gens de rester en synchronisation les uns avec les autres, et à travers, et d'une certaine manière, de créer et de gérer le graphe social. Ce qu'un opérateur aurait pu faire, à ceci près, et ça, c'est l'autre leçon de cette période-là, c'est que les opérateurs étaient tellement régulés
par un tas de contraintes qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser notamment leur outil de facturation, alors que dans le graphe social d'un opérateur télécom de l'époque, il suffit de regarder sa facture de l'époque, vous aviez la fréquence des appels chaque mois, donc vous pouviez savoir, l'opérateur pouvait savoir quelles étaient les personnes que vous appelez le plus souvent, vous aviez la durée des appels, donc par rapport à un graphe social de type Facebook, vous aviez, il y a déjà 15 ans, une mesure de l'intensité des liens entre les personnes extrêmement précise, mais que les opérateurs n'ont jamais eu le droit de valoriser, alors que sur Internet, la régulation étant beaucoup plus libre, enfin, voire absente, de très grands acteurs se sont emparés du sujet et en ont fait un sujet mondial. Alors après l'aventure du Kibi, tu retournes chez Orange, tu diriges toute la partie équipement, équipement domestique. Après, tu crées enfin, tu rejoins, pardon, comme CEO une autre entreprise qui est rachetée par InSense dans le domaine du traitement d'images. Cette société est revendue à Apple, je crois, c'est ça. Et puis tu rejoins la Caisse des dépôts et consignations pour t'occuper des grands investissements dans le numérique. Et là, je voudrais prendre un moment avec toi pour parler de la régulation. Tu l'as mentionné récemment enfin, dans ton intervention. Et finalement, la régulation, ça peut être un levier offensif de souveraineté. On a vu que souvent en Europe et particulièrement en France, la régulation était plutôt un empêcheur d'avancer plus vite. Comment est-ce qu'on peut réinventer cette régulation pour en faire un levier offensif de souveraineté? Alors, de mon point de vue, ça n'est pas tant la régulation en tant que telle qui est le sujet que son timing. Je vais prendre un exemple. Comment dire, le régulateur américain a attendu le moment opportun pour menacer Microsoft de démantèlement. Le même régulateur américain, quelques dizaines d'années avant, avait démantelé AT&T pour des raisons qui n'ont rien à voir avec un sujet de concurrence entre opérateurs téléphoniques, mais qui est pour des raisons qui étaient des raisons industrielles. AT&T avait le brevet du transistor, donc avait une envie furieuse de rentrer dans le domaine de l'informatique. IBM voyait ça d'un très très mauvais œil, qui lui n'avait pas les brevets sur ses composants clés. Et donc la bagarre en fait aux États-Unis qui explique le démantèlement d'AT&T en plusieurs compagnies régionales est une bagarre qui portait sur les services longue distance et plus précisément sur l'interdiction à AT&T de se faire de la transmission de données entre entreprises, de vendre des services de data aux entreprises. Ça c'est le premier point. Mais on constate ensuite que le régulateur américain a laissé se reconcentrer l'ensemble du secteur télécom US en trois grands opérateurs au moment où l'Europe, avec 20 ans de retard, décidait de fragmenter ses marchés nationaux en installant 3 ou 4 opérateurs par pays. Donc c'est une question. Il y a d'abord une question de timing et une question de principe qui est que en tant que régulateur, vous êtes d'autant plus efficace que vous laissez dans un premier temps des champions mondiaux émerger, surtout s'ils sont originaires de votre territoire. Parce que c'est beaucoup plus facile de leur rappeler après qu'ils sont des US persons au sens légal du terme et que donc ils sont soumis à la loi américaine et que par conséquent vous allez pouvoir ajuster la manière dont ils opèrent sur votre territoire. Et c'est quand même beaucoup mieux de faire ça avec des géants mondiaux qui vous restent assujettis parce qu'ils opèrent d'abord sur votre territoire que de le faire trop tôt en empêchant l'innovation de se déployer à l'échelle et en la laissant partir chez les autres. Donc pour moi, encore une fois, le sujet, c'est vraiment un sujet d'anticipation. Et ça rejoint la préoccupation de l'histoire, c'est que vous ne pouvez anticiper que si vous avez compris ce qui s'est passé avant, et vous ne pouvez comprendre ce qui s'est passé avant que si vous vous êtes intéressé à l'histoire et à ce qui conduit à ce que vous régulez. Et donc les leçons pour un gouvernement européen, c'est une histoire de timing ou c'est une histoire de sujet, c'est une histoire d'être plus libéral au début et plus contraignant après. Qu'est-ce qu'on en retire finalement? Alors moi, je vais pas me substituer à Monsieur Breton, dont je n'ai pas ni l'aura ni la capacité à monopoliser la parole sur à peu près toutes les antennes pour annoncer qu'il a encore fait gagner l'Europe sur un sujet ou sur un autre. Hein. Je vous invite quand même à vérifier son track record industriel avant de sombrer dans l'admiration béate. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, mais je crois qu'il faut être assez prudent quand même.
Encore une fois, le vrai sujet, c'est d'identifier des domaines dans lesquels vous devez encourager par des investissements publics initiaux en recherche et en développement, notamment à des fins militaires, mais pas uniquement. Mais ensuite, voilà, sur certaines technologies clés, et ensuite les laisser se disséminer, laisser les équipes d'innovation s'en emparer, ne surtout pas les réguler trop tôt, et laisser émerger des champions européens dans des secteurs que vous avez jugés critiques. Je prends l'exemple, mais pour ça, il faut que vous ayez une culture du sujet. Je reprends l'exemple, alors malheureusement, avec le Brexit, cet exemple a disparu, mais si je reprends l'exemple des semi-conducteurs, moi, quand j'étais dans la sphère publique, il y a une petite dizaine d'années, euh, personne dans la sphère publique, dans mes interlocuteurs, personne ne savait qui était ARM, ARM. Alors que ARM était déjà le concepteur de microprocesseurs qui dominait 98% du marché mondial des smartphones et qui avait été le pire cauchemar d'Intel qui n'a jamais réussi à rentrer dans les smartphones parce que Intel n'a jamais réussi à baisser la consommation de ses puces suffisamment. ARM savait le faire. ARM, c'était des Anglais installés à Cambridge, une société extrêmement puissante, qui a été rachetée par SoftBank pour 32 milliards de dollars, si mes chiffres sont bons, mais ça, je pense que ta communauté va pouvoir le fact-checker, je peux me tromper. Et puis de toute façon, après avec le Brésil, c'était sorti. Ça n'est que très récemment qu'on a commencé à brandir notre autosatisfaction en disant oui, mais nous avons encore une des sociétés les plus clés, enfin comment dire, les plus critiques en matière de microlithographie, c'est ASML aux Pays-Bas. Qui connaissait ASML il y a encore 5 ans? Personne. Alors qu'ASML existe depuis des dizaines d'années. Et donc je pense on a eu à la fois dans le secteur public, dans le secteur privé, des angles morts terribles qui nous ont empêchés de voir où étaient les fondamentaux qu'il fallait qu'on encourage et qu'on laisse se développer. Ça, tout le monde l'a oublié, mais il y avait des fonderies de microprocesseurs en Europe et notamment à Dresde à la fin des années 90. Donc, on laisse partir ce qui n'est pas important, mais pour moi, le vrai sujet, et là je reviens à ceux qui nous écoutent parmi voilà, ceux des dirigeants qui nous écoutent, euh, il faut, enfin, vous pouvez outsourcer à peu près 90% de vos sujets dès lors qu'il y a du logiciel dedans. La vraie question stratégique à vous poser, c'est où sont les 10% que je ne dois jamais, jamais confier à quelqu'un et pour lesquels dont je dois garder la maîtrise moi-même. Et pour garder la maîtrise soi-même, il faut d'abord garder les compétences. Et donc, messieurs les dirigeants, mesdames les dirigeantes, s'il y a juste une chose à retenir de cette conversation, c'est passer 2 heures en tête-à-tête avec votre CTO, avec votre DSI, et posez-lui la question de savoir quelle est sa vision à lui ou à elle, et réfléchissez ensuite à la manière dont vous arbitrerez dans certains cas quand vous avez des décisions compliquées à prendre entre ce que vous dit votre CFO et ce que vous dit votre CTO. Dans certains cas, il faudra que vous écoutiez le second. C'est une merveilleuse transition pour ma dernière question. En 2021, tu rejoins l'EPITA après avoir eu cette carrière extraordinaire et brillante. Tu rejoins l'EPITA pour redonner finalement une partie de ce que tu as reçu, pour partager ton expérience et pour aider cette école, le leader dans la formation d'ingénieurs informatiques. Finalement, à l'heure où l'IA générative est en train de bouleverser certains secteurs, où beaucoup de COMEX se posent la question de l'impact réel que ces technologies vont avoir sur leur business, quelles sont les compétences que toi, au sein d'EPITA, soit pour des jeunes ingénieurs, soit éventuellement, je ne sais pas si vous faites aussi de l'executive education pour sensibiliser les gens les COMEX à ces enjeux, quelles sont les compétences qu'un jeune ingénieur doit développer à l'heure où on a l'impression que finalement, dans quelques mois, le code s'écrira tout seul? Alors, comment dire, la première distinction qu'il faut qu'on fasse et que peu de gens font parce que c'est tellement compliqué qu'on préfère tout mettre dans un seul mot. On l'a déjà fait un peu avec le mot numérique, qui est un adjectif dans lequel on a fourgué toutes nos angoisses, toutes nos incompréhensions et tout notre refus de creuser un peu plus. On a fait la même chose avec le code. On parle de codage, mais en fait, il y a une différence fondamentale. En tout cas, il y a une palette très large de talents et de compétences en termes de profondeur et de maîtrise entre coder, développer du logiciel, faire du software engineering
et faire de l'informatique plus fondamentale. Je ne parle pas de théorique, hein, mais plus fondamentale, pour délivrer ce que nos amis anglo-saxons appellent les computer scientists. C'est ces profils-là qu'on recrute et qu'on forme à l'EPITA. Tu as évoqué l'executive education, qui est une activité dans laquelle nous opérons depuis très longtemps, notamment autour d'une des grandes forces de l'école qui est la cybersécurité. Et donc on a une executive education à la défense dans le campus cyber, mais il faut bien comprendre ce continuum et se dire le codage. Et alors, il y a une version encore plus fascinante du codage pour des dirigeants qui comprennent pas le sujet, et je leur jette pas la pierre. Hein, c'est le no-code. Le no-code, c'est la promesse que vous allez pouvoir faire une application et résoudre vos problèmes sans avoir à embaucher un seul développeur. Faut jamais oublier une chose. C'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Le no-code, c'est simplement l'utilisation et le paramétrage d'une plateforme qui a été conçue par d'autres et dont vous n'êtes qu'un utilisateur. ChatGPT ou l'IA génératif, c'est la même chose. C'est une plateforme qui n'a pas été conçue par vous, qui ne fonctionne pas selon des règles que vous avez définies, qui au passage absorbe une partie de l'intelligence que vous lui transmettez à travers vos questions, et qui va vous fournir directement la réponse à vos questions. Dans 90% des cas, c'est la bonne solution parce que vous allez aller beaucoup plus vite en consommant beaucoup moins de ressources, surtout si ces ressources ont finalement une valeur ajoutée assez faible, parce qu'avec tout le respect que j'ai, et vraiment c'est un profond respect, pour toutes ces formations qui se sont développées pour mettre à niveau des jeunes ou remettre à niveau des personnes en reconversion et leur apprendre à coder en 6 mois, on comprend bien que en 6 mois, effectivement, vous pouvez coder un certain nombre de choses en utilisant des plateformes, mais en 5 ans, vous avez une maîtrise un peu différente du sujet. Et je terminerai avec ça, c'est la caractéristique de la formation, une pédagogie très particulière qui a été inventée à l'EPITA en 84, c'est qu'elle combine le savoir, c'est-à-dire la science. Je maintiens que l'informatique est une science, computer science, le faire, la pratique, et le fait d'apprendre à faire par soi-même. Et enfin, toute cette dimension de management qu'on peut appeler le savoir-faire, le faire savoir, le savoir-faire faire, peu importe. Et ce sont ces 3 piliers-là qui, aujourd'hui, sont impératifs dans toute école qui veut délivrer un diplôme d'ingénieur visé par la commission d'éthique d'ingénieur. Je vais revenir un instant sur le faire. Le faire à l'école, et je vais prendre une analogie parce que je pense que ça sera plus simple pour celles et ceux qui nous écoutent. L'analogie que j'aime bien utiliser, c'est celle de l'automobile. Il y a un moment dans la formation, c'est la 3e année, la première année de cycle ingénieur, où les étudiants de l'EPITA vont, par analogie, démonter totalement un moteur de Lamborghini jusqu'à la dernière vis, vont le tuner pour gagner 150 chevaux, vont remonter le moteur jusqu'à la dernière vis et sans l'oublier, et vont le redémarrer. Ça ne veut pas dire que toute leur vie, ils démonteront et ils remonteront des moteurs de Lamborghini, de Porsche, de Renault, de Peugeot. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire en revanche que quel que soit le métier qu'ils exercent dans le monde de l'automobile, je suis toujours dans mon analogie, leur intuition, leur jugement critique, leur capacité à saisir dans son ensemble ce que c'est qu'une voiture sera toujours infiniment plus fine et infiniment plus juste que tous les designers extrêmement talentueux qui vous font des habitacles et des planches de bord et dont on a besoin pour faire l'expérience de l'automobile qu'un client va conduire. Et ça, c'est ce socle fondamental-là, qui est un peu l'équivalent dans une école d'ingénieur généraliste du socle de physique et de maths qu'on vous enseigne. Ce socle-là, pour moi, c'est lui qui fait la différence entre ceux qui seront au-dessus des API, qui ne seront que les utilisateurs finalement de plateformes conçues par d'autres. Hein. On revient d'une certaine manière à la question de la souveraineté. Est-ce que vous êtes un simple utilisateur de ce que d'autres ont décidé de vous proposer et que d'autres décideront de changer unilatéralement sans vous avoir demandé votre avis? S'il y a des DSI parmi vous qui nous écoutent, vous savez que de temps en temps, Amazon change les règles d'accès des API qu'ils proposent sur AWS, sur le cloud. Est-ce que c'est bien, pas bien? Dans 90% des cas, ça n'est pas un problème. La question, c'est toujours celle de 10% des cas sur lesquels vous avez besoin de reprendre le manche, de reprendre la main, de reprendre le volant, comme dans une voiture autonome. Donc la question, c'est voilà, nous on forme ceux qui continueront à être capables soit de construire ou de concevoir ces plateformes, soit d'aider les entreprises en tant que CTO à leur dire attention, là c'est important et je sais comment faire et d'ailleurs je peux le faire parce que je l'ai déjà fait. 90% des compétences peuvent être externalisées.
La grande question pour vous, dirigeants, quelles sont les compétences que je dois garder dans mon entreprise? Voilà une des Et sur nombreuses lequel, pardon, conclusions. sur lequel, si je peux me permettre, je dois investir. Et Je je dois dois investir. investir parce que Et je voilà, dois et investir. investir notamment dès le départ parce que il faut pas se leurrer. Ceux qui feront ceux qui poursuivront la transformation numérique et qui construiront le monde de demain, euh, il y a quand même un point intéressant sur l'informatique, c'est que l'informatique c'est le seul endroit, la seule expression dans lequel vous pouvez faire des choses à très très large échelle. Parce qu'avec une poignée de développeurs, vous pouvez, à coût marginal quasi nul, déployer des solutions qui vont avoir un impact considérable par rapport aux ressources que vous avez mobilisées. Mais pour ça, vous avez besoin de compétences, et cette compétence et cette envie de faire et cette envie de régler les problèmes actuels, de réparer la planète au passage. Il y a aucun domaine, y compris l'alimentation, qui n'échappera à l'informatique. C'est ce que disait Mark Andreessen il y a déjà une dizaine d'années quand il disait Software is eating the world, le logiciel dévore le monde. La question, c'est de savoir qui tient la fourchette. Qui tient la fourchette? Et Instagram a été revendu pour $1 milliard à Facebook. Ils étaient une quinzaine de personnes, donc il y a un levier extraordinaire. Pour trouver les leviers de croissance, pour trouver les leviers d'innovation, bien sûr, allez à l'IPITA recruter vos futurs génies, vos futurs CTO. Un immense merci, Philippe, de cet échange. Pour aller plus loin, alors bien sûr, vous vous précipitez à la FNAC pour acheter De mémoire vivre. C'est passionnant, ça se lit comme un roman, c'est plein d'anecdotes, plein de références historiques, on apprend plein de choses. C'est un grand moment de lecture. Bien sûr, ton blog, phileos.eu, sur lequel on peut retrouver, je pense, le paradigme de l'ohésion. Et puis un roman, un thriller un futuristique Babel Minute Zéro de Guy-Philippe Goldstein. Internet année zéro, la Silicon Valley à la Chine, naissance et mutation du réseau de Jonathan Bourguignon. Digital Revolution de Yuri Aguiar pour accélérer ses transformations business et mettre en place les bonnes stratégies. Et puis un TEDx de Marcus Tomschitz, Rethinking Digitalization, Prepare for Revolution. Voilà, vous êtes bien équipés pour continuer cette discussion. Philippe, si tu as encore quelques instants, on sera ravis de prendre les questions de nos auditeurs. Alors Gloria, est-ce qu'on a des questions sur GoToWebinar? Oui, on a des questions. La première de Pierre. Quels sont les principaux enjeux et les avancées technologiques émergents que nous devons surveiller attentivement pour continuer à progresser en tant qu'entreprise? Vous avez 3 heures. Alors, non, si je dois en résumer, enfin si je dois de toute façon, ils sont multiples, mais si on doit prendre deux exemples aujourd'hui, au-delà de l'IA générative qu'on a couvert, qui est un champ en pleine mutation et en développement très rapide. Donc, si vous vous y intéressez, il va falloir que vous vous y intéressiez de manière continue pendant les années qui viennent, parce que le paysage va changer très 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 vite. Si je prends l'exemple d'ailleurs de l'IA générative, on voit aujourd'hui une tendance de fond qui commence à apparaître, qui est la capacité à reposer non pas sur des modèles gigantesques ultra centralisés tels que ceux proposés par OpenAI, mais la conviction croissante que un certain nombre de solutions de performance quasi identiques peuvent être déployées beaucoup plus localement avec des modèles de langage plus réduits et en mobilisant des équipes de développeurs extrêmement larges à travers les mécanismes classiques de l'open source. Open source sans lequel Linux n'existerait pas, sans lequel donc 99% du web ne pourrait pas fonctionner. Hein. Faut toujours, et y compris les serveurs web, Apache étant un projet open source qui motorise la quasi-totalité des serveurs web. Donc l'open source, c'est une brique qu'il faut bien regarder, qui pose un gros sujet stratégique, mais c'est une brique à regarder. On t'a perdu là, Philippe. Ah, pourtant moi mon micro fonctionne. C'est bon? Vous m'entendez ou pas? Non, c'est bon, c'est revenu.
C'est revenu. OK. Oui. Donc voilà, je ne vais pas me très reprendre, mais l'open source comme démarche de fond. Bien regarder ce que ça implique, sachant que l'open source, c'est compenser l'absence de licence par un engagement de maintenance. Et c'est par la maintenance que vous gardez la compétence. Ça, c'est le premier truc. Dans les deux grandes thématiques que moi je vois apparaître, il y en a une qui est ce qu'on appelle l'edge computing, c'est-à-dire la capacité à mobiliser à la périphérie du réseau la puissance de calcul et de traitement qui est disponible, plutôt que de tout continuer de centraliser. La puissance de calcul cumulée à l'extrémité d'un réseau, et quand je parle d'extrémité, je parle de vos smartphones. Il se vend à peu près 1 milliard de smartphones dans le monde, il y a à peu près autant de smartphones que d'humains, si ce n'est plus. Vous avez une puissance de calcul mobilisable à l'extérieur du cœur du réseau qui est devenue phénoménale. On commence à voir un très grand nombre d'acteurs préférer faire du traitement local. Ça demande un peu de génie, mais c'est faisable, plutôt que de s'appuyer sur une centralisation extrême. Et l'edge computing va avoir des répercussions à peu près partout. D'une certaine manière, c'est le même état d'esprit que la décentralisation qui donne naissance au Web 3 et à la capacité d'opérer de manière très décentralisée des systèmes. Et puis, il y a le gros sujet, qui est un sujet de fond qu'il faut continuer à regarder et sur lequel nous, on s'est engagé, qui est l'informatique quantique, qui pose une très grande question qui est que personne ne peut garantir quand est-ce qu'elle va advenir à l'échelle et quelles sont les technologies en termes de physique très fondamentales qui vont permettre de stabiliser les ordinateurs quantiques. Un ordinateur quantique, ça fait des choses extraordinaires, mais avec une imprécision totale, puisque la stabilité des qubits qui sont en jeu. Ah, moi, je m'entends toujours. Vous m'avez ou pas? Dites-moi. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est revenu. Donc, là, pour faire court, l'informatique quantique, c'est un très gros sujet sur lequel il manque. Le chaînon manquant, ce sont les développeurs, ceux qui vont être capables de maîtriser cette nouvelle forme de programmation qui n'a rien à voir avec la programmation classique. Un peu comme si vous maîtrisiez 5 langues indo-européennes et que vous attaquiez le basque. C'est le même sujet. Et c'est pour ça qu'on a lancé en février dernier une majeure quantum avec à peu près tous les grands acteurs de l'écosystème international, mais aussi français, Alice et Bob, Pascal, Candela, qui tous font intervenir leurs collaborateurs devant nos étudiants. Et au total, ça va être quand même 600 heures de cours sur 2 semestres. Pour des diplômés qui arriveront l'année prochaine avec une compréhension du sujet de ces enjeux, tout à fait remarquable. Donc oui, edge computing, informatique quantique, pour moi, sont 2 grands sujets, avec évidemment l'IA générative, mais qui pour moi devrait déjà être un de vos sujets de préoccupation, mais sous l'angle 90%, 10%. Question de Vincent. Quel est l'impact de l'IA générative sur l'emploi IT? Très controversé. C'est une question qui est très controversée aujourd'hui, sur lesquelles je crois que on voit encore paraître des études divergentes. La nature des compétences va évidemment changer. Vous avez toute une série de métiers qui sont en train d'apprendre à exister autour du prompt engineering, parce que c'est pas tout que de parler à un système. Encore faut-il lui poser les bonnes questions. Et encore faut-il avoir le jugement critique et la finesse d'esprit pour déceler lesquelles de ces réponses, sont justes ou pas. Parce que si vous déléguez tout à la machine, y compris le sens critique, vous n'êtes plus en capacité de savoir ce qui va vous être utile. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je prends un exemple dans les professions qui vont être très largement, profondément bouleversées et qui posent un sujet justement de management extraordinairement intéressant. Prenez la profession des avocats. Le business model d'un cabinet d'avocats, c'est je recrute du junior, il me coûte de l'argent pendant 3 ans à faire des études de cas ou des études de dossier et à écrire à la main et à faire de la bibliographie et à préparer les décisions que les avocats vont porter soit en médiation, soit en justice. Et puis ensuite, ils pourront, parce qu'ils ont acquis ce savoir-faire-là, ils pourront à leur tour devenir partenaires.
aujourd'hui, avec une IA générative, même spécialisée sur un corpus législatif, vous obtenez en 1 seconde et demie la réponse ou la structure. Je ne parle pas de la plaidoirie, mais la structure d'une plaidoirie qui aurait demandé quelques heures et quelques nuits à vos jeunes avocats. Donc la tentation à ce moment-là est très très grande de ne plus recruter de jeunes avocats dans votre cabinet. Et la question à ce moment-là, à moyen terme, devient qui seront les partenaires, comment le cabinet survivra-t-il à ce bouleversement. Et je pense que c'est un des angles, c'est pas le seul, mais c'est un des angles avec lequel je vous invite à réfléchir dans vos métiers respectifs, pour ceux qui nous écoutent, à cette question-là, qui est de dire, oui, il y a des gisements de productivité immenses. La question, c'est combien de temps dure-t-il et comment permet-il à l'entreprise d'évoluer, de s'adapter à la fois à son marché et sans perdre son âme et son ADN et sa culture. On arrive à la fin de cet entretien. Un immense merci, Philippe. Tu nous laisses avec, quand on a demandé quelle était ta citation préférée, tu nous as cité Saint-Exupéry, l'avenir. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Une très jolie conclusion pour cet entretien. Un immense merci. Bravo encore pour ton bouquin de mémoire vive, à lire impérativement pour construire sur les leçons de ces 25 dernières années d'aventure extraordinaire du numérique. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous avec Flore Chollet. Elle est Worldwide Sustainable Development Director chez Edenred. Elle a travaillé chez Céline, chez Danone avant en tant que patronne de la RSE. Elle va nous parler de engager avec la RSE. Merci encore à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine.